Donc, je suis enseignant-chercheur en minéralogie à l'IMPMC. Et une partie de mes travaux de recherche a porté sur les processus de formation de certaines matières premières minérales. Aujourd'hui, je voulais m'éloigner un peu du cadre peut-être un peu anecdotique de ces recherches et essayer de vous donner une perspective plus large sur les liens entre ressources minérales et transition environnementale au travers de ce qu'ont pu m'apprendre mes recherches. Et je voulais commencer par quelques constats. D'abord, vous êtes peut-être familier, d'abord on a une diversification des éléments qui sont utilisés pour les différentes technologies qui nous paraissent essentielles à l'activité de nos sociétés, avec aujourd'hui une majorité des éléments de la classification périodique qui sont utilisés dans une ou plusieurs applications importantes. En parallèle de ça, on observe une croissance exponentielle de la consommation, que ce soit des matières premières dites de base, qui sont utilisées en grande quantité pour la construction des infrastructures, comme le cuivre, avec des taux de croissance de l'ordre de quelques pourcents par an, ou des matières premières qu'on qualifie de rares, parfois de stratégiques ou de critiques, avec des taux de croissance qui peuvent atteindre les 10% par an, et pour lesquels on voit que la croissance est un peu en dents de scie, du fait des contraintes qui existent d'un point de vue industriel, économique ou géopolitique. Et ça m'amène au troisième point, c'est que depuis une dizaine d'années, on s'inquiète beaucoup des perspectives d'approvisionnement pour un certain nombre de matières premières. Vous avez ici un diagramme de la Commission européenne avec les perspectives d'approvisionnement qui sont considérées comme mauvaises pour des métaux qu'on considère comme rares, comme les terres rares, et qui sont pourtant utilisés dans un certain nombre d'applications associées à la transition, qu'on associe à la transition énergétique, et d'autres minéraux qu'on considère comme plus abondants, comme le cuivre, qui a priori n'ont pas l'air de poser d'incertitude d'approvisionnement, en tout cas pour la Commission européenne, et alors qu'ils sont utilisés en grande quantité dans une large gamme d'applications. Aujourd'hui, face à ces constats, je voulais essayer de répondre, en tout cas de donner des éléments de réponse à cette question. Quelles sont les perspectives d'approvisionnement pour les ressources minérales et quelles sont les conséquences environnementales de leur exploitation face aux ambitions de transition énergétique, que je mets au pluriel puisque c'est très dépendant des scénarios de transition envisagés. Et pour cela, je vais m'appuyer sur deux exemples. Un métal de base, le cuivre, et une famille de métaux qu'on considère comme rares, les terres rares. Déjà, d'un point de vue géologique ou même plutôt géochimique, en termes de... les termes sont peu appropriés. Si on considère la concentration dans la croûte, donc l'écorce la plus superficielle de notre planète, ou la seule qu'on est à même d'exploiter, les concentrations sont de l'ordre en moyenne de 28 parties par million, donc grammes par tonne pour le cuivre, et de l'ordre de quelques dixièmes de grammes par tonne à quelques dizaines de grammes par tonne pour les terres rares, sachant que les terres rares, c'est une famille, donc on a une gamme, mais les terres rares les plus utiles, on est à quelques dizaines de grammes par tonne, donc des concentrations qui sont tout à fait comparables à celles du cuivre. En fait, la différence majeure vient de différences de propriétés géochimiques qui vous sont illustrées par ces deux photos, ces deux espèces minérales tirées de la collection de minéralogie de Sorbonne Université que je vous invite à visiter si vous n'avez jamais eu l'occasion. D'un côté, le cuivre qui peut exister sous forme native, qu'on appelle native, donc du cuivre métallique, qui serait pratiquement directement utilisable de cette manière par l'industrie. Et de l'autre côté, un des rares minéraux de terres rares. Donc on voit que toutes les terres rares sont mélangées, associées à des groupements phosphates et aussi associées à d'autres éléments chimiques, notamment du thorium, que vous connaissez peut-être pour sa radiotoxicité. Donc les perspectives d'exploitation sont très différentes pour ces deux types de métaux. Je vais développer ma présentation en 3 points. D'abord, je vais essayer de récapituler comment on forme un minerai, puis essayer de voir un petit peu comment ces minerais sont valorisés et finalement, quelles sont les perspectives d'approvisionnement. Donc, la formation des minerais résulte des processus géologiques associés à la géodynamique de la Terre. Donc, la Terre est une planète active. Vous avez une chaleur interne qui s'évacue au travers de mouvements de convection du manteau. Et vous avez sans doute déjà entendu parler de plaques tectoniques qui se déplacent à la surface de notre planète, qui peuvent s'écarter. C'est les deux schémas que vous avez ici. Les plaques continentales s'écartent, c'est ce qu'on appelle un rift, ou les plaques océaniques pour former les océans. On a aussi des contextes de convergence avec une plaque océanique qui plonge sous une plaque continentale, ou deux plaques continentales qui se rencontrent, une collision pour former les chaînes de montagne. Et ces processus
amène à des conditions physico-chimiques particulières, des conditions de pression, de température, de composition des roches ou des fluides, qui vont être à même de concentrer un certain nombre de métaux. Ici, je vous ai entouré un certain nombre de processus, dont je ne veux pas rentrer dans le détail, mais qui peuvent amener à la concentration du cuivre. Et on distingue les processus en fonction essentiellement de la température à laquelle ils ont lieu. Donc les processus magmatiques à haute température qui vont engendrer la fusion partielle des roches. Ensuite, les processus hydrothermaux, qui sont les principaux qui vont concentrer le cuivre, qui concernent la circulation de fluides à haute température, plusieurs centaines de degrés, au sein des fractures qui existent dans les roches de la croûte. Les processus sédimentaires associés à l'érosion du matériel continental et à son dépôt pour former de nouvelles roches. Et finalement, les processus qu'on appelle supergènes, associés à l'arrivée en surface de roches, mises dans des conditions, aux conditions atmosphériques avec les précipitations, l'activité biologique, qui peut aussi les transformer et concentrer certains métaux. Donc, comme je le disais, pour le cuivre, vous avez ici d'autres exemples de contextes dans lesquels il se concentre. C'est essentiellement des contextes hydrothermaux. Et donc, ça, c'est lié à ses propriétés géochimiques. Le cuivre est un élément qu'on dit chalcophile, donc qui aime le soufre. Et donc, on a des fluides chauds avec des compositions assez particulières, et notamment des agents complexants, notamment des agents sulfurés, qui vont être à même de mobiliser le cuivre des roches. Le cuivre va suivre ces fluides, et quand ces fluides vont arriver plus proche de la surface, vont refroidir et vont précipiter pour former ce qu'on appelle des minéraux qu'on appelle les sulfures. Et ça représente la majorité de la production à l'heure actuelle des gisements qui permettent de produire le cuivre. Pour les terres rares, c'est un petit peu le même schéma. Je ne vais pas non plus rentrer trop dans les détails, mais on a un contexte géodynamique qui amène à la possibilité, par exemple, de magmatisme, donc de fusion partielle de roches. Et les terres rares sont des éléments qu'on dit lithophiles, donc qui aiment la silice qui est le principal constituant des roches un peu standards de la croûte terrestre. Et donc, les magmas, elles vont avoir tendance à aller dans ces magmas riches en silice. Elles vont rester dans ces magmas qui vont remonter, qui vont cristalliser progressivement. Et les dernières gouttes de liquide de ces magmas, les derniers résidus vont être très riches en terres rares, qui vont précipiter sous forme de minéraux qui vont alors être exploitables. Ça peut être associé à des processus hydrothermaux qui peuvent mettre en contact les terres rares avec d'autres agents comme des carbonates qui vont complexer les terres rares et favoriser leur mobilité et leur concentration. Quoi qu'il en soit, les processus résultent de la géodynamique globale et forment des gisements variés en fonction de la nature des processus et des propriétés géochimiques des éléments exploités. Et ces processus vont déterminer la répartition des gisements, leur teneur et leur minéralogie. Et c'est ce sur quoi je vais revenir maintenant. On constate une répartition inégale des gisements, par exemple de cuivre à la surface de la Terre. Vous avez ici une carte qui représente les ressources en cuivre qui seraient disponibles à la surface de la Terre. On constate, par exemple, sur tout le pourtour du Pacifique, ce qu'on appelle la ceinture de feu du Pacifique, qu'on a une grande quantité de ressources. C'est des zones de subduction. La plaque pacifique plonge sous les plaques continentales et c'est des contextes favorables à la formation de ces ressources. Et si on regarde la production de cuivre à l'échelle mondiale, on voit qu'elle est assez corrélée avec ces pays qui possèdent des quantités assez importantes de ressources. Donc la production est ici indiquée en violet pour les différents pays et elle est assez corrélée avec les réserves que ces pays possèdent. On constate quand même que la production est essentiellement assurée par des pays soit relativement vastes avec une densité de population relativement faible, soit des pays plutôt en voie de développement qui assurent la production. Donc, il y a des facteurs géologiques, mais il y a aussi des facteurs socio-économiques qui expliquent cette répartition de la production. Pour les terres rares, c'est un petit peu la même chose. On a la géologie qui détermine une répartition assez inégale des gisements. Par contre, en termes de production, la production est trustée essentiellement par la Chine, alors que ces réserves ne représentent que 40% des réserves mondiales. Ici, c'est des données actualisées pour 2019. Si j'avais pris les données d'il y a 10 ans, la Chine représentait 90% de la production. Vous avez peut-être entendu parler de la crise des terres rares, qui a une dizaine d'années
d'effrayer la chronique, la Chine a limité ses exportations, voire arrêté ses exportations de terres rares, ce qui a engendré une augmentation des prix et des tensions dans les chaînes d'approvisionnement des industries d'un certain nombre de pays. Et donc, en réaction, un certain nombre de pays ont voulu reprendre la main sur leur production. Et on voit notamment que l'Australie et les États-Unis représentent maintenant 10% de la production mondiale, alors qu'ils ne représentent que quelques pourcents des réserves mondiales de terres rares. Donc, on a aussi des facteurs géopolitiques qui peuvent contraindre qui peuvent expliquer la répartition de la production. Ensuite, la géologie détermine aussi les teneurs des minerais. Donc ici, vous avez la répartition des teneurs en fonction de la quantité de roches estimée dans la croûte continentale. Donc, on voit ici que ce qui est exploité, donc la petite partie là, est relativement concentré, mais ça reste de l'ordre du pourcent de cuivre. Donc, c'est des teneurs qui sont relativement faibles. C'est la même chose pour les terres rares. La plupart des gisements exploités ont des teneurs autour du pourcent, voire de 10%, mais on a 14 terres rares. Et les terres rares lourdes, qui sont généralement les plus intéressantes pour leurs applications, sont souvent appauvries par rapport aux terres rares légères. Donc, on a des teneurs là aussi qui sont faibles. Ici, vous avez une vision plus schématique de ces teneurs en fonction de la quantité de roches présente dans la croûte. Et qu'elles soient unimodales ou bimodales, on exploite ou on a exploité la majorité des gisements à haute teneur et on se dirige vers des gisements de teneur de plus en plus faibles, jusqu'à sans doute atteindre une barrière minéralogique, qui est en fait une barrière physique, une barrière thermodynamique, pour laquelle l'énergie à fournir pour rompre la liaison entre l'élément qui nous intéresse et les autres éléments auxquels il est associé dans le minéral serait trop importante par rapport en termes de coût énergétique pour pouvoir l'extraire de façon rentable. Ces teneurs faibles ont donc des conséquences, comme vous pouvez l'imaginer, assez importantes d'un point de vue environnemental. Vous avez ici un exemple d'une des plus grandes mines à ciel ouvert du monde, au Chili. Pour vous donner une idée, ce trou représente à peu près 1 an de production mondiale à la demande, au niveau de demande actuelle. Et vous voyez l'échelle avec ce camion qui est utilisé dans ce genre de mine à ciel ouvert. Donc, c'est relativement gigantesque. Outre, donc ça va générer un certain nombre de déchets, mais pas seulement. Localement, ça va aussi générer des tensions, puisqu'il faut beaucoup d'eau sur la ressource en eau, l'érosion, la dispersion des poussières dans l'environnement. Donc, sur la biodiversité, au moins locale, ça va avoir des conséquences importantes. Bon, les chiffres des niveaux de déchets sont assez incommensurables, mais pour vous donner un ordre de grandeur, les projections par rapport à la demande pour 2050 nous laissent penser que si on répartissait les déchets sur chaque Français, chacun d'entre nous devrait construire une petite piscine dans son jardin pour stocker les déchets uniquement associés à la production de cuivre. Voilà un petit peu pour donner les ordres de grandeur. Et donc ces déchets, il faut les stocker. Comment on fait? En fait, ces minerais sont en général pas stables une fois qu'ils arrivent à la surface. Donc, pour éviter de libérer un certain nombre de polluants, on les stocke dans des bassins de rétention. Donc, il faut des barrages pour les stocker. Et vous avez peut-être entendu un certain nombre d'accidents qui sont arrivés récemment, notamment au Brésil. Ici, j'ai voulu prendre un exemple d'accident qui est arrivé dans un pays peut-être plus proche du nôtre en termes de développement économique, le Canada, pour vous montrer que ce n'est pas seulement un problème de normes, mais les risques sont inhérents au stockage de ces déchets dans ces bassins de rétention et que la rupture d'un barrage est toujours possible. Le troisième point que la géologie détermine, c'est la minéralogie. Je vous ai dit que les minerais de cuivre étaient essentiellement des sulfures. Donc, vous avez ici 2 types de sulfure de cuivre et vous voyez que vous pouvez avoir des pourcentages de cuivre assez différents à l'intérieur et donc une qualité de minerai différente et une valorisation différente. On a d'autres types de minéraux, des oxydes, des carbonates, qui vont déterminer les routes qui permettent d'exploiter ces minerais. La minéralogie a des conséquences environnementales directes puisqu'on met au jour, comme ça par exemple, des sulfures qui vont être soumis à l'atmosphère, à l'eau, à l'activité biologique et qui vont pouvoir être dissous. Ils vont libérer de l'acide sulfurique et c'est ce qu'on appelle les drainages miniers acides. Donc les eaux qui lessivent ces résidus miniers qui vont être très acides et qui vont en plus libérer un certain nombre de polluants, par exemple de l'arsenic, du plomb.
C'est l'exemple ici du Rio Tinto dans le sud de l'Espagne. Après plusieurs millénaires d'exploitation minière dans cette région de l'Espagne, vous avez des eaux qui sont particulièrement acides et dont on peut voir la couleur rouge associée à la présence d'oxyde de fer. La minéralogie est aussi déterminante pour les terres rares. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais on a une très grande diversité de minerais possibles, des phosphates, des carbonates, des argiles, avec des possibilités d'exploitation de ces minerais très différentes et des impacts environnementaux très différents. Donc, la conséquence des paramètres géologiques, elle est triple. À la fois, la production est corrélée aux contraintes géologiques, mais c'est un facteur parmi d'autres. Les teneurs faibles impliquent d'extraire des volumes conséquents avec une empreinte environnementale forte. Et la minéralogie détermine les processus de valorisation à mettre en œuvre et les impacts environnementaux associés. Et c'est ce sur quoi je voulais revenir dans une deuxième partie. Donc, comment on valorise ces minerais? Donc, ici, vous avez l'exemple du cuivre. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais vous avez un minerai qui est à 1%. Donc, vous imaginez bien que pour l'exploiter, il va falloir le concentrer. Donc, on broie le minerai, puis on profite des propriétés physiques différentes du minerai par rapport au reste de la roche pour le séparer. Donc, par exemple, par des techniques de flottation qui sont basées sur des différences d'hydrophobicité ou d'hydrophilie des surfaces minérales. On peut aussi avoir des techniques hydrométallurgiques. Donc là, on lessive directement le minerai en faisant passer dessus une solution, par exemple une solution de cyanure. Puis, on fait l'extraction liquide du cuivre. Et ensuite, par des méthodes on réduit électriquement le cuivre en cuivre métallique et pour le déposer sur une cathode et le purifier pour qu'il soit directement utilisable par l'industrie. Pour les terres rares, c'est un petit peu la même chose. On a différentes routes en fonction du type de minerai, qu'elles soient dures plutôt pour les phosphates, douces pour les carbonates ou pour des terres rares qui seraient adsorbées à la surface des argiles. On a des routes encore plus douces où il suffit simplement d'une solution d'échange pour récupérer les terres rares. Dans tous les cas, on exploite les propriétés physico-chimiques de ces minerais. Avec des conséquences environnementales difficiles à évaluer, les rares études qui s'y sont intéressées, je vous en présente une ici dans le cas du cuivre, se sont intéressées à différents paramètres. Donc, vous avez ici, en haut à gauche, les émissions de gaz à effet de serre associées à l'exploitation du cuivre dans différentes mines australiennes, le potentiel d'acidification associé à l'exploitation du cuivre aussi, et le potentiel impact sur la couche d'ozone en bas à gauche. On voit que globalement, les impacts environnementaux sont relativement constants, sauf changement technologique qui peut permettre de diminuer les impacts. Et dans le cas ici d'Olympic Dam, qui est une mine pour laquelle la teneur du minerai a rapidement diminué, on voit que quand la teneur du minerai diminue, l'impact environnemental augmente, au moins sur le court terme. Et ici, ce dernier diagramme en bas à droite pour vous montrer un petit peu les incertitudes qui existent là-dessus pour, par exemple, les émissions de gaz à effet de serre entre les émissions qui sont reportées par la compagnie qui exploite Olympic Dam et les émissions qui sont reportées par des chercheurs indépendants. On a des variations du simple au double. Donc, ces impacts environnementaux sont importants à quantifier, mais restent très difficiles à quantifier. Et selon la personne qui les quantifie, on peut avoir des grosses variations, selon la méthode. C'est la même chose pour les terres rares. Ici, simplement pour vous montrer qu'en fonction du minerai, on a des impacts qui sont différents. Entre un carbonate et un phosphate, on a une émission de gaz à effet de serre qui varie pratiquement du simple au double. En plus des impacts environnementaux, on a un coût énergétique de l'exploitation de ces minerais. C'est ce qui est représenté ici dans la dernière ligne de ce tableau. Pour une même mine, donc Bayanobo, qui est une mine de terres rares, on voit qu'on a une estimation de l'énergie nécessaire pour produire 1 kg de minerai qui varie du simple au triple en fonction de l'étude. C'est ce dont vous avez peut-être entendu parler sous le terme d'énergie grise, qui est nécessaire pour construire, assembler et faire fonctionner les installations de production d'énergie. Et donc, cette énergie, il est nécessaire de la quantifier, mais c'est très difficile à faire et je pense que c'est une des incertitudes qui entourent les possibilités de transition énergétique. Donc, quelles conséquences pour la valorisation des minerais? Les techniques métallurgiques dépendent de la nature des minerais qui vont avoir ainsi des impacts environnementaux nombreux, divers et difficiles à estimer. Et les techniques d'exploitation sont relativement énergivores et là aussi, il serait important d'essayer de les estimer précisément.
Finalement, pour terminer, quelques perspectives sur l'approvisionnement. Donc ici, vous avez les perspectives d'approvisionnement basées uniquement sur les données géologiques pour le cuivre. On voit que à l'horizon 2030-2040, on aurait un pic de production du cuivre et ensuite une diminution très conséquente de la production. Ça, c'est uniquement basé sur les données géologiques. On a des modèles un petit peu plus complexes. Ici, je vous prends un exemple. Ce n'est pas pour rentrer dans le détail, mais c'est des modèles proie-prédateurs qui nécessitent d'évaluer les stocks et les flux de matériaux, dans lesquels on peut un peu mieux prendre en compte l'impact des évolutions technologiques, les impacts économiques, et on intègre aussi le recyclage. Alors, qu'est-ce que ça donne, ce genre de modèle? Quelle perspective? Avec des taux de recyclage faibles, mais cohérents avec ce qu'on a actuellement, et des estimations faibles, mais cohérentes avec ce qu'on sait actuellement des réserves géologiques, on estime un pic de production primaire, donc sans le recyclage, autour des années 2050-2060, donc assez cohérent avec ce qu'on avait précédemment, et le pic de production autour de la fin du siècle, en considérant le recyclage. Avec des taux de recyclage beaucoup plus élevés, donc une amélioration forte du recyclage, et des estimations hautes de la réserve de cuivre, on pourrait atteindre sans doute la fin du siècle suivant avant d'atteindre le pic de production de ce métal. Ça, c'est en considérant des scénarios tendanciels, donc l'évolution démographique, l'évolution du PIB par habitant et en faisant des extrapolations. On ne prend pas en compte les scénarios de transition énergétique. Si on veut les prendre en compte, une technique, c'est d'estimer l'intensité matière des différentes technologies présentes dans le mix énergétique, donc l'intensité cuivre, le nombre de tonnes de cuivre nécessaires pour produire 1 mégawatt, et en fonction des scénarios, d'essayer de reporter ça pour la consommation de cuivre. Donc, dans un scénario tendanciel, donc avec une évolution de la demande énergétique telle qu'on la prévoit sans changement, et en passant au tout électrique, il faudrait produire environ 10 fois la production annuelle de cuivre de 2010, qui était de 16 millions de tonnes. Donc, des chiffres astronomiques. Pour les métaux rares, c'est beaucoup plus difficile de faire ce genre de travail parce que les données sont parcellaires. On pourrait avoir atteint le pic de certains métaux rares. Je pense que c'est peu probable parce que les réserves sont quand même relativement abondantes et que la volonté d'extraction, en tout cas de certains, est forte et donc permettra d'extraire sans doute beaucoup plus. Et on se base plutôt sur des indices plus quantitatifs. Donc vous avez peut-être entendu parler, on parle d'indices de criticité. Je ne vais pas forcément rentrer trop dans le détail, mais ça prend en compte à la fois les risques de rupture d'approvisionnement en fonction de facteurs géopolitiques, sociaux, économiques, techniques, la vulnérabilité des économies aux ruptures d'approvisionnement et les impacts environnementaux. Et on crée comme ça des indices de criticité de différents métaux. Et on voit que pour une grande partie des métaux rares, on a des indices de criticité qui sont relativement élevés. Et donc, on aura très certainement des tensions assez fortes pour l'approvisionnement de ces ressources dans les décennies à venir. Faut-il s'inquiéter pour l'approvisionnement? Pour les matières premières de base, ce dont on a l'impression, c'est que ça pourrait être satisfait jusqu'à l'horizon de la fin du siècle au moins, avec un taux de recyclage relativement réaliste. Pour l'approvisionnement en matières premières rares, c'est plus complexe à prévoir, mais les réserves sont potentiellement abondantes. Et hormis les tensions sur les marchés, il se pourrait qu'on puisse assurer l'approvisionnement. Le principal problème, à mon sens, c'est que les volumes à produire sont gigantesques. Pour vous donner une idée, plusieurs fois la quantité de cuivre extraite jusqu'à nos jours. Et c'est d'autant plus vrai dans le cadre d'une transition énergétique où on passerait au tout électrique. Et ces volumes ont des implications environnementales considérables. Donc, pour conclure, je pense qu'il faudrait peut-être changer de paradigme. On pose souvent cette question de est-ce qu'on pourra produire des quantités suffisantes de matières premières minérales? Je pense qu'il faut surtout essayer de réfléchir à la quantité qu'on peut se permettre de produire au regard des conséquences environnementales. Voilà, je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Vos conclusions vont vraiment dans le même sens qu'un rapport assez récent de l'Agence internationale de l'énergie, vous avez dû entendre parler, qui est paru il y a quelques semaines, qui montre qu'effectivement, dans une perspective de transition environnementale, pas plus énergétique, on va devoir, ne serait-ce que pour respecter les accords de Paris, au moins quadrupler l'extraction de minéraux, des minéraux en tout cas les plus essentiels.
Est-ce que vous pouvez quand même revenir un petit peu sur l'indice de criticité, parce que vous êtes allé un peu vite et je pense qu'on a besoin quand même de mieux comprendre comment ça fonctionne, euh, puisque c'est un indice qui n'est pas effectivement très utilisé en général. Oui, je peux en reparler un petit peu. Bah, Parce que vous êtes passé après, en deux diapos très ouais, vite, moi j'ai ouais, pas oui, tout bien saisi. sûr. Comme j'avais pas énormément de temps et que j'avais envie de traiter un certain nombre de choses. Mais donc l'indice de criticité, donc pour chaque élément chimique, on essaie de le placer dans un diagramme en 3 dimensions qui prend en compte donc le risque de rupture d'approvisionnement, donc qui est associé à des facteurs qui peuvent être techniques, géologiques, économiques, mais aussi sociaux ou géopolitiques. Donc ça, c'est des choses qu'on essaye plus ou moins de quantifier. Donc il y a des choses un petit peu qualitatives là-dedans. Je ne suis jamais rentré dans le détail de ce genre d'estimation, donc je Donc à ne chaque fois, il peux y a pas commenter. des indicateurs différents pour chacune de ces cas, c'est ça que... C'est ça. Pour chacune des cases, on essaye d'estimer des indicateurs et après, on traduit ça en indice de criticité. Et donc, enfin, dans les 3 dimensions de l'espace. Hein. Donc, il y a un indice sur le risque de rupture d'approvisionnement. Il y a un indice pour la vulnérabilité face à la rupture d'approvisionnement, donc la vulnérabilité économique. Est-ce que le minéral est important dans les différentes technologies qu'on utilise? Est-ce qu'il est substituable? Et bon, le dernier point, je ne maîtrise pas forcément trop bien. Et puis le troisième axe, c'est les implications environnementales de l'exploitation sur la santé humaine, sur les écosystèmes, qui est aussi estimé. Et ces trois indices combinés sont faits pour chaque élément et on essaye comme ça d'estimer un peu la priorité à donner pour que ce soit l'exploration ou la réflexion sur l'impact environnemental de l'exploitation selon l'élément considéré. Ok, c'est beaucoup plus clair. Merci beaucoup. Marco, vous avez Je levé voulais la juste main? comprendre un peu mieux parce que je ne connais pas trop, c'était très intéressant. Mais quand on parle des pics de production, à la fois pour le cuivre, par exemple, mais aussi pour les terres rares, on prend en compte quoi exactement? C'est-à-dire donc les réserves, j'imagine, la barrière comment minéralogique dont tu as parlé, et aussi les méthodes d'extraction actuelles, ou comment on se projette un peu? Alors ça, c'est effectivement enfin, la question clé, et c'est simplement des prévisions. Hmm. Il y a différents niveaux de lecture et je vous ai essayé de vous présenter 2 niveaux de lecture. Donc un niveau de lecture ici basé sur uniquement les données géologiques actuelles, donc ce qu'on sait actuellement de nos capacités à exploiter des ressources en fonction de leur teneur, en fonction de leur nature et ce qu'on connaît des ressources géologiques qui existent actuellement. Donc et si on projette la demande dans les années qui viennent, ça nous donne un pic autour de 2030-2040. Après, ça, c'est un modèle qui est finalement purement géologique. Si on se base un peu plus sur les évolutions économiques, technologiques, on rentre dans des modèles un petit peu plus compliqués, mais donc très paramétrés, et on essaie d'estimer comment ces paramètres vont jouer et comment ils vont influencer l'approvisionnement futur. Donc, un des paramètres que je n'ai pas montré, c'est l'évolution de la teneur. Donc, on fait des extrapolations par rapport aux évolutions de la teneur qu'on a observées jusque-là. Et puis, on peut essayer de voir donc, quel va être le coût d'extraire au fur et à mesure des années. L'autre point qui est important, c'est d'essayer de prendre en compte l'évolution technologique. Donc pour ça, on voit que la teneur diminue, mais pourtant les prix n'augmentent pas tant que ça. Donc c'est sans doute que la diminution de teneur est compensée par des Voilà. améliorations technologiques. Et donc ça, c'est pris en compte à partir uniquement, enfin essentiellement du prix. Et dans ce cas-là, on voit que les prix ont tendance à baisser, mais très potentiellement, dans un avenir relativement proche, les prix vont sans doute être amenés à augmenter du fait simplement des contraintes thermodynamiques dont j'ai parlé et de cette barrière minéralogique. Et quand on intègre tout ça, là, on obtient ce genre de modèle. Il y a des modèles encore plus complexes qui prennent mieux en compte peut-être les paramètres économiques. Ça, c'est des modèles proies prédateurs simplement sur ressources réserves avec des paramètres, avec quelques paramètres. Il y a des modèles beaucoup plus complexes, mais que je ne comprends pas vraiment, donc je ne peux pas vraiment vous parler. Merci. Ok, est-ce qu'il y a des questions dans la salle, si je puis dire?
Alors, en attendant, peut-être une précision. Alors, vous parlez beaucoup de la répartition inégale des gisements. Ça, on a bien saisi. Il y a même une concentration pour certains minéraux. Alors, pour les terres rares, vous avez donné une indication qui était enfin, qui contredisait un petit peu ce que j'avais en tête, parce que j'avais en tête que la Chine concentrait plus de 50% des réserves. Or, il me semble que vous avez indiqué le chiffre de 38%, c'est bien ça? Alors oui, donc ça, c'est les données actualisées à partir de la source, enfin en tout cas que moi je connais comme la plus fiable, qui est l'US Geological Survey. J'imagine qu'il y a d'autres agences géologiques qui font ce même genre de travail et qui peuvent tomber sur des valeurs très différentes, d'autant plus pour des éléments comme ça qui sont assez mal connus finalement. Oui, on voit quand même qu'il y a une moindre concentration que l'on dit d'habitude en Chine de ces réserves, qu'elles sont finalement… Alors, tout dépend peut-être de quelles terres rares on parle. Est-ce qu'on peut détailler un peu plus? Est-ce qu'il y a certaines terres rares sur lesquelles il y a plus de tension que d'autres? Les néodymes ou je ne sais pas, d'autres terres rares? Ou est-ce qu'il faut les considérer globalement, les terres rares? Alors, il y a deux niveaux de réponse, je pense, à la question sur le fait que les réserves soit variable et évolue. Je pense que enfin, l'attention qui a été attirée sur les terres rares a beaucoup joué sur la découverte ou en tout cas la potentialité accrue de certains gisements et donc l'évolution de la répartition des réserves, ce qui a amoindri un peu les réserves de la Chine au profit de réserves qu'on n'envisageait pas forcément d'exploiter avant. L'autre point, effectivement, ça dépend des terres rares. Les terres rares, c'est une famille d'éléments chimiques, comme je le disais. On distingue en général terres rares légères, terres rares moyennes et terres rares lourdes. Et les terres rares lourdes sont relativement appauvries par rapport aux terres rares légères dans la majorité des gisements, sauf dans des gisements particulièrement pratiques, entre guillemets, parce qu'ils sont facilement exploitables, c'est les gisements de terres rares adsorbées sur les argiles. Et on en trouve effectivement beaucoup en Chine, mais on voit sur ces données actualisées que le Vietnam en possède beaucoup et c'est exactement le même genre de gisement. Et vous voyez que la part du Vietnam, qui ne devait pas être comme ça il y a peu de temps, est montée à 20%. Je pense que du côté du Vietnam aussi, il y a beaucoup, et toute l'Asie du Sud-Est, il y a sans doute beaucoup de ces ressources qui sont potentiellement exploitables. Du coup, je vous remercie déjà de m'inviter aujourd'hui à discuter avec vous et à présenter non seulement ce que je fais, et c'est assez spécialisé comme nous tous sur la question minière, mais j'avais décidé de commencer mon intervention en vous présentant également ce que je fais ce qu'on fait au sein de mon laboratoire, qui est le laboratoire Prodigue, qui est un laboratoire avant tout de géographes. Et du coup, je vais commencer mon intervention. Alors, voilà. Pour essayer de vous présenter un peu et qu'on puisse faire les ponts peut-être plus aisément entre des physiciens et ce que nous, on peut faire en tant que géographe, ou moi, je suis politiste, mais en tout cas sur ces questions des activités extractives. Du coup, ce qui était important pour moi, c'est que vous compreniez bien que notre approche par rapport à ces questions extractives, c'est une approche qu'on appelle en termes de ressources. Et la ressource, on l'entend comme un construit social. Et c'est important de garder à l'esprit. L'idée est vraiment qu'on va essayer de décrypter comment ce construit social va se former dans des contextes spécifiques. Et ces contextes, ça va pouvoir être des contextes à la fois techniques, tout à l'heure on l'avait dans l'exposé de Mathieu, ou des contextes sociaux. Donc là, la question, c'est comment cette fameuse mise en valeur va s'opérer, par qui, pourquoi à ce moment-là. Et donc, c'est vraiment le caractère aussi très dynamique de la ressource qui va nous intéresser et qui va nous permettre, pour nous, ceux qui travaillons avec des géographes ou des géographes, de regarder particulièrement l'aspect territorial de cette construction sociale de la ressource et de voir comment cette construction s'opère à différentes échelles et notamment quand il s'agit, et là c'est particulièrement le cas, de ressources mondialisées. Et dans les ressources minérales, là, on l'a évoqué, évidemment, la demande est à un endroit, l'extraction est à un autre. Il y a tout un circuit qui s'opère et différents strates qui se mettent, qui interagissent. Et c'est vraiment ce que nous, on va essayer
de regarder. Alors après, dans mon intervention, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parlait de transition par rapport aux terres rares et aux minerais très demandés. Moi, je vais vous parler d'or. Alors c'est vrai que l'or, voilà, on est un petit peu à côté du sujet. C'est, on va dire, un des seuls minerais qui n'a pas d'utilité, mais qui est pourtant très utilisé. Et de toute manière, la démarche est relativement similaire. Alors, dans le laboratoire, là, à Prodigue, on a un certain nombre de chercheurs qui vont, eux, regarder plus particulièrement les enjeux de la géopolitique des ressources, et notamment des ressources naturelles. Et ils vont regarder voilà, tout ce qui est, par exemple, conflit d'accès aux ressources dans le contexte de cette transition mondiale. Essayer, par exemple, aussi de décrypter le poids, le rôle des marges territoriales dans la course contemporaine aux ressources. Et voilà, là aussi, c'est des aspects qui peuvent nous intéresser aujourd'hui. D'autres, par exemple, dans le laboratoire, cherchent plutôt, eux, à regarder les défis auxquels se confrontent les politiques publiques en contexte de mondialisation. Et nous, ça nous intéresse pour les questions des ressources minérales, notamment du point de vue des arènes de régulation qui vont entrer en jeu quand il s'agit de ressources minérales. Alors, je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec la notion d'arène. C'est une notion qu'on emprunte à un sociologue qui s'appelle Olivier de Sardon, et qui est en fait une métaphore pour juste signifier l'ensemble des acteurs qui vont intervenir, qui vont être concernés par un même objet, par un même enjeu, qui est celui de l'exploitation minière. Et en fait, nous, on va s'intéresser à regarder un peu les relations de pouvoir autour de cette activité minière, autour de cet objet, voilà, comment les uns et les autres interagissent. Et du coup, dans le laboratoire, on a des chercheurs qui ont développé vraiment une expertise collective sur ce qu'on appelle les conflits environnementaux, avec justement une attention particulière sur les bailleurs et sur les acteurs transnationaux qui interagissent, notamment sur ces questions minières et d'extractivisme dans les territoires en développement, parce qu'à Prodigue, on est assez spécialisé sur les pays en développement. Donc, on va avoir des chercheurs qui ont travaillé, par exemple, sur la question du pétrole en Afrique de l'Ouest, ou même sinon en Amérique latine, en Bolivie. Là, je pense à Jérôme Agrin, que vous aviez sollicité initialement, ou encore à Laetitia Perrier-Brusselet. On a d'autres personnes, les ressources au sens large, là, c'est aujourd'hui on parle de minéral, mais il y a des gens qui travaillent sur les entreprises forestières, par exemple en Amérique du Sud, ou sur des conflits halieutiques et hydriques dans certains endroits, et qui peuvent être des conflits qui ressortent après l'exploitation minière. Donc, ce qui nous intéresse aussi, pour la question des ressources minérales, on va avoir beaucoup de doctorants qui ont travaillé au sein du laboratoire et qui se sont du coup spécialisés à la fois sur des territoires spécifiques, enfin sur des territoires. On va avoir des gens qui travaillent au Sénégal, dans le triangle du lithium par exemple dans les Andes. On va avoir d'autres personnes qui regardent la contribution des territoires locaux à la production des normes environnementales au Chili. Enfin voilà, on a une expertise à la fois diverse dans les pays du Sud, et avec vraiment ce regard un peu critique sur voilà, comment on articule une exploitation de la ressource X ou Y, et comment ça se joue localement. Et dans ce regard un peu critique, il faut voir qu'on a aussi des chercheurs qui sont spécialisés sur les régulations proprement dites environnementales et sur la question de la patrimonialisation des ressources. Et par exemple, si on parle de régulation environnementale, qui sont quand même très importantes dans l'arène minière, on va avoir des travaux sur l'enjeu des politiques de représentation de la ressource. On en a beaucoup discuté dans le premier exposé. C'est voilà, cette question de la représentation sur la rareté, comment ça va influer dans les relations de pouvoir, sur les acteurs, sur l'usage de telle ou telle ressource. Donc, on va avoir des gens qui s'intéressent à ça. Je vois que le temps passe, donc je vais... voilà, un dernier axe du labo, et après je vais vous présenter mes travaux. C'est des gens qui sont dans ce qu'on appelle la branche de la political ecology, qui du coup, eux, ont un regard même critique sur comment on met en place un certain nombre de normes, et comment ces normes, dans les arènes justement internationales, vont finalement décider et devenir elles-mêmes des ressources pour certains acteurs. Alors, pourquoi je vous parle de ça? C'est que, par exemple, tout à l'heure en introduction, avant la séance, on discutait à Prodigue, on a monté 2 outils de l'IRD qui s'appellent des laboratoires mixtes internationaux sur la question minière, avec des sciences dures. Un au Maroc et un en Afrique de l'Ouest. C'est notamment à partir des travaux que je mène là-bas que je vais faire ma présentation
sur les régulations de l'orpaillage au Sahel. Et en fait, par exemple, pour les collègues avec qui on travaille en Afrique de l'Ouest, ce sont des collègues qui font beaucoup de télédétection. Et quand on discute avec eux, il y a un côté, on essaye de partager avec eux leurs recherches en représentation spatiale des territoires d'orpaillage et nos propres recherches que ça peut nous donner en termes de politique publique et d'orientation, des stratégies, notamment pour les autorités locales. Mais on a aussi un regard qui est critique, c'est-à-dire qu'on veut voir à qui va servir justement les données que l'on produit aujourd'hui. Voilà, dans cette arène, là je vous ai montré que l'arène internationale, mais vous avez aussi des arènes locales. Quand on produit de la télédétection et de l'imagerie, et qu'on est par exemple dans des contextes autoritaires, voilà, qui s'en saisit, qui va l'utiliser, et du coup ça c'est aussi des aspects qui sont à mon avis très importants et qui peuvent être traités dans notre interaction entre SHS et sciences dures. Donc, je vous ai brossé rapidement ce qu'on pouvait faire sur les questions extractives à prodigue, et maintenant, je vais vous parler, moi, de ce que je fais plus spécifiquement avec certains collègues. On travaille dans l'UMR sur les activités minières artisanales au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Ce qu'il faut que vous gardiez à l'esprit, c'est qu'on est dans le contexte d'un boom minier qui est vraiment historique en Afrique, à partir, grosso modo, du milieu des années 2000, et que ce boom minier, pour la zone qui, moi, m'intéresse, elle va concerner énormément d'individus, c'est-à-dire qu'on parle peut-être de plusieurs millions de personnes qui partent avec des pelles, des pioches et je vous montrerai tout à l'heure des illustrations, et des détecteurs, des poêles à frire, pour aller chercher de l'or un peu partout dans cette vaste zone sahélienne et ouest-africaine. Et ce qu'il faut aussi entendre, c'est que ce boom minier, il va arriver aussi dans un contexte, pour cette région particulièrement, il va arriver dans des régions périphériques, souvent en conflit, c'est-à-dire que ça va se passer au nord Niger, ça va se passer par exemple pour le cas qui m'intéresse au Soudan, dans les régions du Darfour, qui sont des régions qui, on va dire historiquement dans les contextes nationaux, sont souvent des régions marginalisées par rapport au pouvoir central. Après, les raisons de ce boom minier sont multiples. Ce n'est pas tellement l'objet aujourd'hui de notre discussion. Il faut penser à la démographie, au sous-emploi, mais aussi au fait qu'il y a eu le boom une grosse augmentation des prix des minerais, et le fait que c'est devenu rentable pour le vendeur de chaussures, pour le chauffeur de taxi, de partir chercher de l'or aujourd'hui dans cette zone, parce qu'on a aussi des techniques assez bon marché qui se sont développées. Aujourd'hui, se procurer un détecteur de métaux, c'est plus très compliqué, c'est accessible pour le tout un chacun de cette zone qui est quand même très pauvre. Du coup, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que contexte d'un boom minier vraiment historique en Afrique, beaucoup de personnes qui sont concernées dans des régions particulièrement pauvres, et on va dire on va presque avoir un boom qui fonctionne un peu comme un horizon d'émancipation sociale qui est comparable à celui de l'émigration dans ces zones-là. En gros, si vous voulez vous en tirer, quand il n'y a plus d'emploi sur place, c'est où vous migrez, où vous allez chercher de l'or. Donc, je vais essayer un petit peu, dans mon plan, de vous brosser rapidement comment ça s'est développé, ce boom minier, le fonctionnement de l'orpaillage et les évolutions ensuite qu'on a pu avoir du point de vue des autorités quant à quel type de politique il a fallu développer pour les modes d'exploitation, grosso modo industriel ou artisanal. Et justement, ces modes d'exploitation, elle est articulée à cette question des impacts, avec toujours en arrière-plan l'idée peut-être que la mine industrielle serait moins polluante que la mine artisanale. Et l'idée, nous, à Prodigue, c'est d'essayer un petit peu de discuter, de complexifier la question en regardant justement ces questions de développement local, parce que beaucoup de gens sont concernés et que ce n'est pas forcément les mêmes acteurs ni les mêmes territoires qui vont être favorisés par l'industriel ou par l'artisanal. Et ensuite, ça dépendra un peu du timing, mais je voulais vous donner un exemple encore plus précis que celui du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, qui est celui du Soudan, qui est vraiment mon pays de spécialisation, du coup, parce que en quelques années, le Soudan est devenu le deuxième producteur d'or
africains. Après l'Afrique du Sud, à peu près à égalité avec le Mali, une trajectoire qui est quand même très particulière, qui a transformé localement beaucoup de choses et à partir duquel on peut avoir pas mal d'illustrations de ce dont on aura parlé précédemment. Donc, quand on vous parle d'un boom minier, eh ben, on a, voilà, je vous ai mis une carte qu'on a réactualisée, mais qui date d'il y a quelques années, où vous avez grosso modo les taches grises sont les zones d'orpaillage et ce qu'on a voulu signifier, c'est que ce boom de l'or, il va concerner finalement toute la sous-région, mais il s'est diffusé à la fois du fait des hommes, hein, très concrètement, des gens ont pris des 4x4 et sont partis une fois qu'ils avaient balayé tel ou tel espace. D'abord, ça a commencé surtout à l'est, au Soudan, justement. Ils se sont déplacés dans d'autres espaces et ils ont appris les techniques aux autres. Donc, il y a eu une diffusion de ce boom de l'or à la fois par des hommes et aussi, je vous disais, des techniques. C'est-à-dire quand on regarde dans le détail, on se rend compte que, par exemple, en Mauritanie, où je travaille également, c'est à Nouakchott, dans la capitale, que vous allez avoir l'ouverture en 2015. Donc, vous voyez, le boom, c'est en 2016, par des Soudanais, en l'occurrence, de 2 magasins qui louent ou vendent des détecteurs. Du coup, il y a une diffusion des techniques par les hommes. Et pour nous, ça a été intéressant de regarder, de retracer le chemin justement de cette diffusion des techniques qui rend finalement possible cette exploitation artisanale qui est devenue vraiment conséquente. Il faut garder à l'esprit qu'aujourd'hui, on a environ 400 tonnes d'or qui transite par exemple par Dubaï, d'or africain, qui est du coup, du fait de cet or africain, alors c'est pas que de l'or venant de l'orpaillage, mais pour la zone qui nous intéresse, c'est essentiellement de l'or venant de l'orpaillage. Sinon, bien évidemment, si on est en Afrique du Sud ou au Ghana, on va avoir de l'or aussi qui est produit d'un point de vue industriel. Mais la part de l'artisanal dans cet or africain est extrêmement importante et du coup, on voit bien que cette diffusion des techniques fait qu'on est passé de rien. Typiquement, tout à l'heure, je vous disais, le Soudan est devenu le 2e producteur d'or et 90% de l'or produit aujourd'hui au Soudan, on est autour de 90 tonnes, hein, et de l'or produit artisanalement. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que cet or, il est artisanal. Donc là, j'avais un petit exemple, par exemple, de ce qui se passe au Burkina. Vous voyez là, bon, après, on a des collègues anthropologues qui travaillent vraiment spécifiquement sur comment ça se passe localement. Par exemple, là, c'est les femmes qui vont concasser le minerai. Vous avez des arrangements qui peuvent être très spécifiques aux contextes locaux. Là, je vous ai mis une autre illustration qui est toujours le Burkina pour celle où on voit les puits sur la gauche de mon écran. Et sinon, de l'autre côté, c'est le Soudan. Là, on est en Mauritanie. C'est vraiment pour que vous gardiez bien à l'esprit, c'est que ce boom minier dans cette zone sahélo-saharienne et ouest-africaine, c'est avant tout un boom artisanal et qui va concerner du coup une certaine frange de les populations. C'est-à-dire que quand vous regardez les conditions dans lesquelles sont exploitées ces mines, vous devinez qu'on n'est pas sur le haut du panier en termes sociologiques. On a plutôt dans les profils des gens, des jeunes, des gens qui avaient l'habitude de faire des travaux manuels, par exemple dans l'agricole. Et ça touche une certaine couche de population, finalement, peu instruite et qui va avoir accédé, grâce à cette nouvelle possibilité, à un petit revenu. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable, vous l'imaginez bien, dans une zone sahélienne qui aujourd'hui est quand même très déstabilisée en proie à des conflits. Une autre particularité, là je vous mets un autre exemple, une autre particularité de ce boom, de l'or, c'est qu'on est sur des activités artisanales qu'on dit informelles. Informelles au sens où elles sont arrivées de manière assez subie, rapidement. Par exemple, je vous cite un exemple. On est allé travailler avec des collègues au centre du Tchad en 2017 et on est arrivé dans une localité qui avait vu 2 mois plus tôt 40 000 personnes débarquer en 4 jours. Donc, on avait une localité qui est d'habitude est peut-être de 2500 ou 3000 habitants autour du lac Fitri, pour ceux qui connaissent le Tchad. Et en fait, quelques chercheurs d'or avaient découvert
des pépites. Et en quelques jours, vous avez 40 000 personnes qui ont débarqué dans cet espace à la recherche d'or, qui ont retourné les sols. Et vous aviez à ce moment-là une réflexion qui était déjà menée parce qu'il y a eu une grosse influence de la Banque mondiale pour essayer de reformuler les codes miniers de toute cette zone-là, mais qui était beaucoup plus une reformulation des codes en faveur de plus forts investissements. Du coup, un questionnement qui était beaucoup plus lié à l'industriel qu'à l'artisanal. Donc, vous vous retrouvez dans des zones en fait sans réellement de régulation et à part voilà, le fait finalement d'interdire, qui sont pris d'assaut par beaucoup de personnes. Et du coup, vous avez des circuits qui s'organisent et qui sont des circuits très informels, très peu contrôlés par les États, ce qui participe, tout à l'heure je vous disais, on questionne ces questions des représentations de la ressource, qui participe aussi à ce sentiment d'une ressource artisanale qui ne serait pas propre. Alors, évidemment, on va avoir aussi, dans les particularités de ce boom, c'est que les impacts, on va dire, sur l'environnement sont assez évidents, visibles directement, à la fois par ces autorités qui ne contrôlent pas l'activité et aussi par les populations riveraines. Donc là, je vous mettais un exemple de nettoyage artisanal au mercure au Soudan. Vous avez aussi ici un autre exemple que je voulais vous donner, c'est la localité dont on parlait tout à l'heure au Tchad. Vous voyez ce qui s'est passé en quelques... Voilà, on arrive dans une localité et vous voyez tous les petits remblais. Ce sont des centaines de milliers de trous qui ont été faits en à peine 2 mois dans cet espace par les orpailleurs qui recherchaient de l'or. Donc, voilà, c'est ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le fait que ce soit informel va, on va dire, spontanément pousser les autorités à penser à quelque chose de négatif par rapport à ce mode d'exploitation, et d'autant plus qu'il y a réellement des impacts négatifs. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'en plus, le discours qui est très dominant dans la sphère politico-institutionnelle, c'est justement ces impacts environnementaux de l'artisanal, le danger pour les orpailleurs qui sont dans des conditions, vous avez vu les photos tout à l'heure, des puits très profonds, mal étayés, l'usage de mercure avec les mains et du coup qui est balancé dans les ruisseaux à côté. Vous avez en plus dans la zone sahélienne, comme on est dans une zone avec pas mal de conflits et de risques terroristes, le sentiment que les activités artisanales pourraient financer de la corruption, des groupes armés, voire pire, des groupes terroristes. Donc une vision très négative finalement vis-à-vis de l'activité artisanale et une vision qui est très reprise en fait par les autorités qui, elles, certes, ne seraient pas contre en bénéficier, mais en tout cas n'y arrivent pas forcément et qui du coup vont utiliser cette vision, ces représentations négatives de la ressource issue de l'activité artisanale pour essayer de la décrier et de justifier leur action dans le secteur. Du coup, on s'est interrogé un peu, qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on peut comparer justement cette question des impacts entre mines. Est-ce qu'il faut promouvoir finalement l'industriel à terme ou est-ce que la mine artisanale peut quand même avoir un intérêt pour des territoires comme ceux de la zone sahélo-saharienne? Alors, on a une grande littérature qui existe en sciences humaines et sociales sur les effets finalement très contrastés pour ce qui concerne la mine industrielle. On va avoir par exemple, et là je vous ai fait un tableau qui un peu distingue à la fois, on va avoir d'un point de vue macro les effets positifs sur le PIB, sur le fait que l'activité industrielle par exemple dispose de bons emplois, permet d'avoir des revenus, aussi pour les collectivités locales parce que souvent on va dire une part de ce qui est prélevé par l'État central revient aux collectivités locales, tandis que l'orpaillage, on a plus de mal, c'est beaucoup plus diffus pour estimer ces différents impacts. Et on a plus de mal à les estimer parce que souvent on le fait à un niveau global. Et du coup, l'intérêt pour nous, c'est par exemple de regarder à un niveau, on va dire, sur les 2 échelles. Je vous disais, on a ce regard multi-échelle. Et finalement, quand on place ces impacts miniers à la fois industriels et ceux de l'orpaillage sur différents niveaux, on voit que oui, il y a des impacts très négatifs, mais que finalement, à la fois du côté national, du côté de l'industrie comme du côté de l'orpaillage, vous avez ces impacts très négatifs. Mais par contre, on a réellement du côté de l'orpaillage des impacts qui sont vraiment positifs
et qui du coup voilà, méritent à ce titre d'être valorisés. Alors pourquoi je vous ai raconté tout ça? C'est qu'aujourd'hui, c'est la grande question que se posent les États de la zone quand il s'agit d'orpaillage. C'est que va-t-on faire voilà, dans les États de la région? Est-ce qu'on va finalement interdire cet orpaillage parce qu'il y a trop d'effets négatifs et en plus l'essentiel de la manne qui est dans des tissus nous échappe? Est-ce qu'on va essayer de l'encadrer et de l'autoriser, finalement, de la promouvoir, ou on va rester dans un espèce d'entre-deux en vue d'un horizon industriel et juste tolérer? Donc ça, c'est les grosses alternatives qui se jouent en ce moment pour les différents États de la région. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que ces alternatives, elles vont s'articuler aux fameuses questions environnementales et de développement local. Et du coup, je voulais vous présenter en 3-4 minutes, je vois qu'il me reste, ce qui s'est passé au Soudan, parce que le Soudan est le modèle en la matière pour avoir fait le choix de favoriser l'orpaillage. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce choix n'est pas un choix complètement anodin. Et c'est tout ça qui est intéressant, c'est qu'on est toujours dans des contextes particuliers. C'est que le Soudan a fait ce choix-là parce qu'en 2011, il y avait la perspective de la séparation d'une partie du sud du pays qui s'est opérée réellement. Il y a eu l'indépendance du Sud-Soudan en 2011. Or, le Sud-Soudan, c'était là où l'essentiel des puits de pétrole exploités par le Soudan depuis les années 2000 se situait et se situe toujours. Du coup, pour le gouvernement soudanais du Nord, l'idée, c'est qu'il allait falloir trouver assez rapidement une alternative à cette manne pétrolière qui allait disparaître si le Sud-Soudan prenait son indépendance. Et du coup, très rapidement, le gouvernement de l'époque a choisi de prendre l'or comme sa planche de salut et de vraiment encourager finalement le développement de cette exploitation qui initialement ne pouvait être qu'artisanale pour différentes raisons, à la fois, encore une fois, contextuelles. On était dans un pays classé État soutenant le terrorisme par les États-Unis, donc sous embargo. Donc, c'était impossible, par exemple, d'imaginer rapidement développer de l'industrie minière classique parce que beaucoup de difficultés pour venir investir aujourd'hui au Soudan. Du coup, le gouvernement soudanais a mis en place dès 2012 une raffinerie. Il n'y en avait pas beaucoup sur le continent africain à l'époque, pour aussi, sur toute la filière, bénéficier à plusieurs étapes de cette exploitation artisanale. Ensuite, principale problématique pour un secteur qui se met en place et pour un gouvernement central qui veut en fait bénéficier de ce nouveau secteur, c'est comment est-ce qu'on va faire pour fiscaliser le secteur et pour taxer. Et du coup, on a mis en place au niveau de différentes villes des marchés, ce que j'ai appelé des marchés d'or, c'est-à-dire en fait ce sont des centres de traitement. Si vous pensez au Soudan, je ne sais pas si vous voyez, c'est sur le long du Nil. En fait, voilà, les centres, pour pouvoir extraire l'or de façon artisanale, il faut de l'eau. Et du coup, les Soudanais ont profité de cette contrainte physique pour installer le long du Nil un certain nombre de ces centres de traitement où les orpailleurs étaient invités à venir nettoyer, concasser et après extraire leurs minerais. Et finalement, les taxations de l'État s'opéraient au niveau de ces marchés d'or. Donc, il y a eu une structuration de tout un secteur de l'orpaillage avec ces marchés d'or et avec aussi la restructuration de la filière commerciale et l'État soudanais qui cherchait à contrôler l'essentiel de l'exportation, voire à créer des monopoles, ce qui n'a pas toujours été possible. Une des conséquences un peu directes du fait que l'État ait misé sur l'orpaillage, c'est que, comme vous voyez sur la photo, vous avez eu directement une montée en gamme du type d'activité menée sur place. C'est-à-dire qu'on a eu une très forte mécanisation des activités qui s'est mise en place avec une orientation d'un orpaillage un peu de base vers de la petite mine. Donc ça, c'est vraiment un des effets très directs du choix de la formalisation et de l'encadrement des activités, de ne pas faire qu'interdire, c'est que ça permet d'avoir de nouveaux investissements. Mais si vous regardez au niveau de la ressource, qui dit nouveaux investissements,
dit en fait, d'une certaine manière, changement aussi des acteurs qui vont être concernés par cette ressource. C'est-à-dire que ce n'est pas la même personne qui était au fond du puits, quand je vous ai montré tout à l'heure, qui est capable d'investir dans ce que j'ai appelé les moulins chinois là. Du coup, vous allez avoir quand même un changement d'acteur et en fait, au niveau de ces changements d'acteurs, vous allez avoir un certain nombre de problèmes et de conflits qui naissent. C'est-à-dire que, certes, d'un point de vue de l'efficacité de l'extraction, avec de la petite mine, on extrait plus proprement et de plus grosses quantités, mais par contre, on ne va pas, finalement, l'activité ne bénéficie pas au même. Donc, vous voyez, c'est que tout choix de politique publique va influer sur cette arène d'acteurs. Et l'autre aspect, là, je vois que le temps passe, qui me semblait important à expliquer, c'est que aussi, initialement, quand les choses se sont faites un petit peu naturellement, on va dire, dans les différents territoires soudanais, les collectivités locales ont commencé à organiser cette ressource. Et puis après, comme l'État cherchait à contrôler la rente, je vous ai dit tout à l'heure, pour remplacer, là je vous donnais plein d'exemples de mécanisation, pour remplacer cette manne pétrolière, vous allez avoir aussi des conflits qui vont s'organiser au sein même des différents segments de l'appareil étatique sur qui va contrôler cette rente, sur les modalités de fiscalisation de la rente. C'est-à-dire qu'au départ, en gros, les collectivités locales ont bénéficié d'un accès direct à la fiscalité issue de l'activité minière. Et puis, peu à peu, l'État central s'est réorganisé, a créé une agence. Et ça, c'est un modèle que vous retrouvez partout dans la zone sahélo-saharienne. C'est-à-dire qu'on va créer des agences qui dépendent souvent du ministère des Mines, donc des agences nationales qui vont venir remplacer ce qui se faisait déjà au niveau local pour ce qui est du contrôle et de la fiscalisation. Et là, à ce niveau-là, vous avez beaucoup de conflits qui naissent. Donc, vous avez des conflits qui naissent entre les segments de l'État, vous avez des conflits qui naissent finalement entre les différents acteurs qui vont être concernés par cette activité. Malheureusement, j'avais prévu un peu trop large, je me fais souvent avoir, je suis bavarde. Je voulais aussi vous montrer qu'il va y avoir aussi des conflits qui naissent entre les perspectives qui sont données à ce secteur. Parce que même si les Soudanais, et d'une manière générale, en ce moment, les États de la bande sahélienne cherchent à autoriser leur paillage, leur horizon reste de l'industriel parce qu'on est aujourd'hui, même au niveau des arènes internationales, dans la promotion de l'industriel. Et du coup, vous allez avoir aussi beaucoup de conflits qui naissent autour des… Regardez là, je vous ai mis la carte des concessions, elle date un petit peu soudanaise. Et je vous mets là la carte des sites miniers artisanaux. Vous imaginez bien que quand les concessions s'installent minières et quand les industries vont commencer d'abord à explorer puis à exploiter, vous avez des conflits directs et là encore, vous avez un changement d'acteur. Et c'est tout ça qui nous semble quand même très important d'articuler à ces problématiques voilà, de décuplement en fait, de l'activité minière parce qu'on n'est jamais sur un tout blanc, tout noir. C'est-à-dire qu'il faut vraiment trouver un équilibre entre voilà, ces impacts négatifs, certes réels, et quand même des enjeux de développement locaux qu'il faut aller voir à ce niveau très local pour en comprendre et pour apprécier finalement s'ils sont supérieurs à ceux qui pourraient être apportés par la mine industrielle. Je m'arrêterai là, mais j'avais en fait initialement prévu de vous expliquer, là où je vous donne juste en conclusion une photo. Il y a eu une révolution au Soudan récemment, hein, ça n'arrive pas très souvent en Afrique qu'une révolution pacifique renverse un régime de 30 ans au pouvoir. Donc, une révolution qui a fonctionné, qui est en train de mettre en place ce qu'on appelle voilà, une transition politique. Et en fait, si on regarde la cartographie de là où la révolution s'est opérée, on se rend compte que cette révolution, elle a été nourrie par notamment tous ces conflits, toutes ces contestations qui est née notamment dans le secteur minier autour justement du fait que l'État du régime d'Al-Béchir essayait de reprendre par exemple à des secteurs, à des gens du secteur artisanal des espaces au profit de l'industriel, au profit d'affidés au pouvoir. Et du coup, voilà, il faut quand même garder à l'esprit quand je vous parle de conflit, ça a des conséquences qui peuvent être massives. Du coup, là, voilà, on pourrait rentrer dans ce détail de cette révolution et du rôle qu'a pu jouer le développement de cette activité minière, mais il faut le garder à l'esprit pour toute cette zone de sahélo-saharienne et ouest-africaine. Et du coup, là, je vous envoyais vers… On a écrit beaucoup d'articles différents avec les collègues de Prodigue pour détailler certains aspects que je vous ai présentés très rapidement aujourd'hui. Quel est peut-être votre
votre message principal en tant que scientifique que vous adresseriez sur la gestion de ces conséquences de l'extractivisme, en quelque sorte? C'est une des questions qu'on se pose facilement parce que je vous parlais tout à l'heure de ces deux laboratoires et notamment des détentions qu'on peut avoir de temps en temps avec nos collègues dits de sciences dures qui ont l'habitude de beaucoup travailler avec les décideurs. Et c'est un aspect que je comprends très bien parce que peut-être aussi, ils ont plus l'habitude de travailler pour ceux avec qui je travaille, hein, sur de la mine industrielle, donc avec des autorités publiques reconnues. Et puis peut-être aussi par leur histoire, avoir travaillé plus en France. C'est vrai que dans la zone où on travaille, on a beaucoup de régimes autoritaires, donc spontanément, on n'a pas forcément envie de ne travailler qu'avec les décideurs. Et du coup, c'est quand même une question qu'on se pose régulièrement pour, en tout cas, des politistes comme moi, c'est comment participer avec notre science à faire quelque chose. Et quand on repense à l'AREN là dont je vous parlais, l'idée est déjà de réduire les asymétries d'information pour, je dirais, la société civile. Ça fait partie des aspects qu'on essaye, enfin en tout cas de travailler. Et typiquement à Prodigue, on est en train de lancer une ANR qui a été financée là, par l'Agence nationale de recherche sur la révolution soudanaise. Et moi, par exemple, pour vous donner je suis responsable de l'axe environnement et société. Et dans cet axe environnement et société, j'essaye de travailler avec des associations d'orpailleurs sur la question justement de formalisation dans les marchés, qui sont en fait des centres de traitement. Vous imaginez bien les conditions. Vous avez, on peut imaginer des choses un peu minimum qui pourraient se mettre en place en termes de protection des travailleurs. Et on travaille aussi même avec les autorités de transition sur les questions de fiscalité. En gros, qu'est-ce qui se fait ailleurs ? Vous essayez de faire telle et telle chose, mais voilà, qu'est-ce qui se fait ailleurs? Qu'est-ce qu'on a déjà vu comme type d'évasion fiscale? Où est-ce que ça pourrait être plus efficace? Si vous allez, par exemple, prélever au niveau de l'État central, combien de temps vous allez mettre pour qu'il y ait une redistribution qui s'opère, comme ces finances publiques, 1 an, au niveau des territoires qui sont impactés? Est-ce que cette temporalité-là n'est pas problématique? Est-ce qu'on ne peut pas utiliser d'autres outils du paquet? Enfin voilà, on a d'autres outils législatifs pour justement minimiser les impacts. Hein, c'est toujours l'histoire de la compensation par rapport au territoire. Donc, on est sur ces problématiques-là qu'on essaye vraiment de travailler au ras du sol, on va dire. Et on le fait aussi. Moi, j'avais fait aussi dans d'autres ateliers avec des États qui étaient encore en train d'hésiter. Et là, c'était plutôt, on avait invité des gens des ministères des Mines qui étaient en train d'hésiter sur quel type de modèle. Et donc, juste leur montrer, la GIZ allemande a beaucoup poussé là-dessus, hein, pas trop l'AfD. Qu'est-ce qui se fait ailleurs? Quelles sont les choses qui fonctionnent? Quelles sont celles qui ne fonctionnent pas, de mon point de vue, hein, et j'essaye d'abonder. Donc, voilà, c'est un peu de cette manière-là qu'à minima, on essaye sur vraiment les territoires où on travaille de faire avancer les choses, quoi. Sur le fait que ce soit l'or dont on parle et pas un autre élément chimique, je pense que c'est assez, ça a sans doute d'assez bonnes raisons géologiques et je suis pas sûr que ce modèle serait transposable à des éléments utilisés peut-être plus couramment ou plus abondamment en tout cas, c'est une question que je me pose et qui pourrait être intéressante de creuser. Sans dire que c'est forcément un modèle qui doit se développer, enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, des éléments plus rares et peut-être plus complexes à extraire, enfin, je sais pas dans quelle mesure ça pourrait être fait. Il y a en Précisez Chine, votre question, est-ce que ça veut dire que les exploitations de type artisanal serait limité à l'or ou est-ce que non, je sais pas. Enfin, il y a des exploitations artisanales en Chine de terres rares, hein, donc faut que ce soit des minéraux à forte valeur ajoutée qui soient sans doute facilement exploitables, en tout cas facilement, sans réfléchir forcément aux conséquences éventuellement environnementales ou sur la santé des travailleurs. Raphaël, sur ce point, est-ce qu'il y a, de votre point de vue, d'autres minéraux qui peuvent être, faire l'objet d'une exploitation artisanale du type de l'orpaillage? Après, je voulais d'abord, je vais répondre à ça, mais dire c'est pas forcément que c'est la panacée. C'est juste, à la limite, si on part de rien, qu'on imagine de l'industriel, mais c'est l'idée, c'est qu'on ne part pas systématiquement de rien.
Et du coup, par exemple, sans être des minéraux, enfin, moi je travaille au Maroc aussi. En fait, là, j'étais en affectation depuis 2 ans au Maroc. Et au Maroc, j'ai travaillé sur le charbon. Et sur le charbon, en gros, dans des endroits où on a exploité de façon industrielle du charbon, et puis c'est plus devenu rentable, notamment dans une ville qui est à la frontière avec l'Algérie. On a une grosse centrale électrique qui produit de l'électricité à partir du charbon. Au départ, le charbon était celui qui était extrait sur place. Et puis, peu à peu, c'est plus devenu rentable. Il s'est passé exactement la même chose pour nous dans les bassins du nord de la France. Et du coup, on a commencé à importer du charbon. Là, on voit arriver tous les jours du charbon qui vient de Pologne. Mais en fait, les trous continuent d'être remplis d'artisans mineurs qui, en fait, n'ont pas retrouvé du boulot et qui trouvent d'autres circuits à ce charbon. Et c'est pas minime, c'est pas 2, 3, 4 personnes. C'est beaucoup de personnes qui sont concernées. Alors, par contre, c'est voilà, une petite extraction. Le gouvernement marocain est confronté à ça. C'est qu'est-ce qu'on fait de ces mineurs? Qu'est-ce qu'on fait de ces mineurs? Est-ce qu'on organise? On a aussi besoin de ces soupapes sociales. Est-ce que ça peut être viable? Parce que c'est quand même dans des conditions que vous ne pouvez pas imaginer. Enfin voilà, tous les 3 mois, il y a des gens qui meurent parce que les galeries sont envahies. Et vous avez ça sur le charbon au Maroc, vous avez ça sur le plomb, qui là est exploité. Après, en plus, ressources mondialisées, c'est les Chinois qui rachètent et ça repart par le port de Casa. Mais du coup, c'est du plomb qui est vraiment voilà, sorti de façon très, 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 très précaire et artisanale, alors qu'il y a par ailleurs aussi des mines de charbon en activité et des mines de plomb en activité. Donc, c'est vraiment ces 2 types d'exploitation qui fonctionnent en parallèle, qui ne vont pas du tout avoir les mêmes enjeux. Et c'est presque, en fait, peut-être la problématique, c'est que tout ça est traité, on va dire, au niveau des administrations par un ministère. Souvent, par exemple, en Afrique de l'Ouest, je connais mieux la sociologie des gens qui y travaillent. On va avoir beaucoup d'ingénieurs et qui ont pas du tout. J'aurais tendance à dire peut-être que sur les branches artisanales, il faudrait avoir des gens un peu formés comme dans les ministères de l'Agriculture et que vous avez des problématiques assez similaires avec l'agriculture de subsistance et l'agro-business. On n'est pas du tout dans les mêmes logiques. C'était plutôt dans ce sens-là. Ce n'est pas pour dire il faut de l'artisanal. C'est juste que c'est plus compliqué que ça que de dire c'est vrai que les conditions sont terribles et qu'on peut imaginer. Et du coup, j'ai travaillé avec des gens, par exemple, de Fairtrade, là, de Max Havelaar. Et Max Havelaar a fait, par exemple, des travaux sur qu'est-ce qu'on peut. Enfin, voilà, l'idéal n'est peut-être pas cet artisanal, mais essayer d'organiser. Il y a beaucoup en Amérique latine des coopératives, mais dans ces coopératives, une montée en professionnalisation sur l'apprentissage voilà, d'une certaine protection et après pouvoir déclarer les personnes. Enfin, voilà, il y a peut-être des choses qui sont pensables, on va dire, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pauvres et qui vivent de ça, quoi. Oui, il y a un autre secteur informel qui est très développé en Afrique, c'est le secteur de recyclage des minéraux venant des appareils électroniques qui sont exportés d'Europe comme déchets électroniques. Et il y a tout un secteur informel en Afrique, mais aussi en Asie, et qui essaye, dans des conditions souvent sanitaires déplorables, d'extraire un certain nombre de minéraux comme l'or qu'on trouve dans les smartphones ou les ordinateurs. Et c'est un secteur, autant que je sache, qui est peu pris en charge par les pouvoirs publics. C'est bien ça? Vous connaissez un petit peu ce domaine? Voilà, on a des étudiants qui ont travaillé pour des mémoires, donc je sens travailler moi-même, mais oui. Et cette question, en plus, c'est toute la gestion de l'informel. C'est qu'aussi, c'est ces fameuses soupapes. On serre un peu la vis à des périodes où on peut se permettre parce qu'il y a d'autres alternatives qu'on peut mettre en avant. Typiquement, la Mauritanie, que j'évoquais tout à l'heure, quand il y a eu ce boom en 2016, on était proche des élections et vous regardiez la campagne électorale du président qui voulait se faire réélire encore une fois. C'était ce sous-sol est à nous, allez-y. Et du coup, il a vraiment encouragé, mais il y avait un côté extrêmement démagogue dans l'opération. C'est aussi parce que depuis X années, rien n'était fait pour développer des alternatives. Donc voilà, loin de moi l'idée qu'il faut absolument, que l'artisanal serait une solution vraiment enviable de libération, mais c'est pas peut-être plus complexe que ça et que du coup, on doit, voilà, à des échelles très courtes de politique publique, aussi le regarder, à mon avis, dans cette complexité-là et rester à l'échelle aussi territoriale, quoi. Gérard Lagorce, en fait, je travaille chez Remia. Je voulais dire que les gisements artisanaux sont quand même pépitiques, donc très différents des gisements auxquels s'intéressent les industriels. Au Soudan, que je connais un peu, Assaï, c'est un gisement qui ne peut pas être traité
artisanalement, puisqu'il faut faire de la lixiviation. Donc, ça dépend donc, du type de gisement et de la facilité de récupération. Bon, le charbon, effectivement, on peut facilement récupérer du charbon. Après, ce qui était facilement récupérable, ça n'existe plus depuis longtemps. Donc, voilà, on ne s'intéresse pas au même type de gisement, je pense, entre l'artisanal et l'industriel. Est-ce que pour des minéraux essentiels pour la transition écologique comme le cobalt, le lithium, est-ce que là, il y a des exploitations artisanales ou c'est entièrement industrialisé? Mathieu, Raphaël, tant que vous sachiez. Pour le cobalt, c'est un exemple assez classique. Après, je parle sans vraiment d'expertise sur le sujet, mais en Afrique, c'est relatif, notamment au Congo, c'est exploité de façon artisanale. Donc, c'est un minéral dont une certaine proportion, alors c'est toujours difficile à quantifier, et ça ajoute à la complexité de quantifier les impacts environnementaux de l'extraction, mais il y a une certaine proportion du cobalt qui vient du Congo et donc de mines plutôt artisanales. Pour le lithium, il me semble que c'est beaucoup plus industrialisé, notamment parce qu'une bonne partie de la production vient d'Amérique du Sud et que il y a une tradition d'extraction industrielle dans ces pays qui n'existe sans doute, qui existe sans doute moins en Afrique. Le cobalt, il y a effectivement en Nouvelle-Calédonie ce qu'ils appellent les petits mineurs. Alors, ça dépend de ce qu'on appelle exploiter. Les petits mineurs, ils se contentent d'extraire et de charger des bateaux qui vont être traités en Indonésie. Donc, voilà. Sur le cobalt, peut-être? J'aurais cité la même chose. Moi, je me rappelle avoir fait intervenir dans un colloque qu'on organisait sur les questions d'activité minière artisanale, une chercheuse qui vraiment nous avait montré comment dans une ville, les gens s'étaient mis à creuser dans leur jardin. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Au Congo, je crois, justement. Enfin, voilà. Et donc, je crois que oui, j'aurais cité ça comme exemple. Je ne connais pas du tout sur tous les minéraux, mais je crois que, en tout cas, en Afrique, vous avez quand même un certain nombre des minéraux qui pourraient être exploités d'un point de vue industriel, qui le sont d'un point de vue, qui le sont de façon artisanale. Et en plus, se rajoute l'or, que je connais bien mieux. On sépare souvent artisanal et industriel, à juste raison, mais pour ce qui est juste, on va dire, de l'organisation pour les pouvoirs publics, vous avez aussi des activités intermédiaires qui font le lien, et notamment pour tout ce qui est retraitement des terrils qui sont léchés par les orpailleurs. Quand je vous dis, il y a tellement grandes quantités d'orpailleurs, il y a tellement de nombreux orpailleurs qui travaillent au Sahel que vous avez des grandes quantités de déchets qui se sont amoncelés autour des centres de traitement, et qu'aujourd'hui, vous avez une activité qui est très lucrative qui est industrielle, où on récupère les déchets pour les retraiter souvent avec des méthodes de cyanuration. Et là encore, on est sur de l'industrie quand même, toute petite peut-être, parce que c'est un niveau, moi, qui m'intéresse, parce que ça va être des investisseurs du coup nationaux, comme on va avoir peut-être 2 millions de dollars d'investissement. C'est quelque chose qui est réalisable par des investisseurs nationaux, contrairement à la grande mine là, dont on citait à Assay, où là, oui, effectivement, on n'est plus du tout dans les mêmes échelles, et du coup, on comprend bien que ça ne fonctionne pas. Mais moi, je m'intéressais plutôt à l'autre partie, finalement, de cette industrialisation, à ces concessions qui sont données à des grosses industries qui peut-être après exploiteront pas du tout de la même manière, mais qui en attendant vont se mettre à mettre des barrières autour de leur site, à expulser les orpailleurs qui travaillaient dans les mêmes zones. Et ça, on en a quand même beaucoup, hein, même si après, elles feront peut-être pas le même travail. Ça existe depuis que le matériel chinois est disponible. C'est ça. Il y a vraiment un enjeu sur la technique qui est quand même phénoménal, hein. On peut penser aussi que des centres de traitement des petites mines vont peut-être plus élaborés, vont améliorer le système, mais finalement, est-ce que le mercure ne se retrouve pas dans le Nil et finalement en Méditerranée au bout du compte? Et puis du côté de Mathieu Chassé, vous citiez l'exemple de l'acide sulfurique, le drainage minier acide en Espagne. Est-ce que finalement ces contaminations chimiques liées directement à l'extractivisme n'est pas quelque chose qui est peu considéré, en tout cas pas suffisamment considéré parmi les impacts environnementaux de ces extractions? Comment vous voyez les choses? Mathieu, peut-être pour commencer?
ce que j'essayais de montrer, en tout cas au cours de mon exposé, et c'est ce que je constate en épluchant un petit peu la bibliographie, c'est que on essaie de faire des études d'impact, des analyses de cycle de vie, et quand on creuse un petit peu, on voit que les rares indices qui sont utilisés pour ces analyses de cycle de vie, déjà prennent en compte qu'un nombre limité de facteurs, enfin j'ai montré gaz à effet de serre, acidification, couche d'ozone, et en plus sont basés sur un nombre limité de sites, généralement des sites industriels justement, des mines dans des pays développés où on connaît relativement, enfin on peut mieux contraindre tout ça, mais que si on essayait de faire enfin qu'on essaie d'extrapoler à partir de ces quelques exemples et donner des valeurs d'impact environnementaux, enfin, je pense qu'on a des ordres de grandeur qu'on ne maîtrise pas et qu'on propage comme ça sans vraiment bien comprendre les impacts. Quand on cherche, on trouve, et quand on veut exploiter, on peut le faire. La question, c'est à quel coût, que ce soit environnemental, mais aussi social, on le fait. Et ça, c'est un coût qui est un peu mis sous le tapis parce que c'est des pays qui sont loin de chez nous et qu'on ne regarde pas ça dans le détail. Donc vous partagez un peu l'analyse de Guillaume Pitron, qui avait sorti un bouquin il y a quelque temps, qui s'appelle La guerre des métaux rares, où il insistait sur ce côté-là. Oui. Après, j'ai pas de réponse, mais en tout cas, je pense que c'est un sujet qui est au moins sous-étudié, voire sans doute sous-estimé. Et Raphaël, alors sur la question du mercure et du Nil, alors les petites mines le long du Nil, par exemple. Non, vous avez tout à fait raison. Et c'est là où on voit qu'on pourrait faire des gros efforts, et que souvent le calcul des investisseurs locaux, les petits, n'est pas du tout arrimé à cette question écologique. Donc, on se dit bien que oui, là, il y a un effort à faire. Mais vous avez du coup tous ces centres de traitement qui sont localisés à 3-4 km au maximum du Nil. Et du coup, on imagine très bien où est-ce que tout ce mercure… Alors, pourtant, le Soudan a ratifié un Minamata, donc est censé ne plus utiliser de mercure, mais quand vous regardez la production soudanaise, vous vous dites, mais attendez, avec quoi ils produisent du coup? La réalité est que pour l'instant, tout le monde l'utilise et que des alternatives, on n'en trouve pas. Localement, parce que du coup, vous commencez à avoir il y a quelques petits investisseurs qui se disent mais si c'est l'avenir, ou qui sont plus sensibles et qui du coup essayent de faire ça par des tamis, par soufflerie, enfin voilà, des choses plus mécaniques. Mais c'est vraiment une toute petite proportion. Et c'est vrai que là, il y aurait quand même d'énormes progrès à faire, même quand vous regardez les digues justement de ces terrils laissés par les orpailleurs sur le bord de ces centres de traitement qui sont lessivés par les pluies qui arrivent directement dans le Nil. Donc vraiment, il y a une pollution majeure dont les populations, et là où c'est en train de bouger un petit peu, c'est que finalement les populations riveraines de ces sites-là, qui étaient plutôt des populations qui utilisaient le Nil à la fois pour la pêche et pour l'agriculture, les dattes notamment, commencent à être sensibilisées parce qu'il y a un impact sur leur activité agricole et que finalement, c'est souvent par ce biais-là, c'est par des mobilisations très importantes de ces personnes-là auprès du Parlement ou de leurs autorités locales, qu'on va avoir des choses qui s'organisent pour mieux mettre des bâches. Enfin, pour l'instant, on est vraiment sur essayer d'éviter le pire. Mais le problème, c'est que c'est un peu partout. J'avais l'exemple, par exemple, en Mauritanie. Ils ont décidé de vraiment circonscrire à 2 endroits spécifiques, si vous pensez à la Mauritanie, donc le long de l'Atlantique, une zone qui est très, très loin de l'eau et qui s'appelle Zouérat, et une zone qui est en fait située à côté de ce parc classé patrimoine mondial de l'UNESCO pour sa biodiversité qui s'appelle le PNBA, Parc national du banc d'Arguin. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu. Eh bien, ils ont collé leur centre de traitement à 10 km du banc d'Arguin, avec le fait que 80% de l'année, vous avez des vents dominants qui vous amènent finalement vers la mer toutes les poussières qui viennent de cette zone-là. Or, dans le système là, avec le mercure, vous brûlez votre mercure pour récupérer votre pépite. Et comme le mercure, c'est lourd, vous imaginez bien la quantité de mercure qui tombe sur ce banc d'Arguin. Voilà, vous vous dites, mais comment est-ce possible que les autorités aient, pour des raisons, aient réussi à installer un centre de traitement? Et en fait, vous repartez sur contexte social, politique. C'était la zone du président.
Donc, il a fallu que ce soit ici qu'on installe. Donc là, il y a beaucoup de choses à faire encore, c'est sûr.